Eh bien, messieurs, dames, je vais commencer. Donc je vais commencer par une rapide présentation, de l'auteur, Robert Irvin Howard. Comme pour ceux qui étaient là, la semaine dernière, c'est un auteur d'une autre époque. Il est né en 1906 au Texas, aux États-Unis. Sa culture et sa façon de voir les choses, heu et son écriture, par conséquent, viennent d'une autre époque avec, d'autres points de vue. Heu et d'autres valeurs. Si certains mots, peuvent parfois vous choquer ou certaines actions des personnages, parfois c'est fait à dessein et parfois c'est tout simplement la conséquence de vivre, à l'époque, de ces auteurs. Donc je vous prierai d'être indulgents par rapport à certains termes. Alors ce soir, je ne crois pas qu'il y ait de termes comme «nègre» ou des choses comme ça, mais ça pourrait arriver si jamais je lis d'autres nouvelles de Conan ou que d'autres le font. Il y a pas la même connotation qu'aujourd'hui, même si ça restait, aux États-Unis quelque chose, de peu enviable généralement. Howard, comme je le disais, il est né en 1906, heu, d'un père médecin, mais pas d'un père médecin, pas d'un grand cabinet, d'un médecin itinérant au Texas. Donc il a déménagé de très nombreuses reprises et il a commencé à s'établir de façon fixe en 1915, c'est-à-dire à l'âge de 9 ans. Hem, Ce n'est pas un fils, d'une famille riche, son père a même perdu, tout son argent en faisant des placements qui n'ont pas fonctionné. Il a terminé l'école au niveau de la terminale pour nous, donc il n'a pas une éducation très poussée. Par contre, c'est un gros, gros, gros lecteur, encouragé par sa mère. C'est un fan de pulps, donc des revues périodiques qui publient diverses histoires et nouvelles, heu et quand il commence à découvrir ça à peu près 15 ans, il se met à écrire et sa première histoire aboutie est publiée dans Weird Tales, le fameux, revue périodique, dans lequel donc sont publiés, les Conan, les Lovecraft et d'autres. Il fait ça à 19 ans, pour vous dire un peu la précocité de ce jeune homme qui n'a pas fini, qui n'a fait que la terminale. Donc à 22 ans, il a une toute petite carrière d'écrivain qui commence à débuter. Il fait plein de récits différents, de la boxe, de l'aventure, des romans policiers. Il ne se limite pas à un seul style et au fur et à mesure de ses écrits, il va créer un personnage, Conan. Il va le créer d'ailleurs assez tard dans sa carrière. Il va le créer en 1932. À cet âge-là, il a à peu près 26 ans. J'entends assez tard, ça veut dire qu'il a commencé à 19 ans, ça fait déjà 7 ans qu'il écrit et qu'il arrive à faire publier certaines de ses histoires. Donc Conan. Conan, c'est un personnage qui est très particulier, qui vit dans un environnement qui l'est tout autant. C'est un espèce de monde proto-historique fictif, avec beaucoup d'influences venant de différents auteurs. Vous allez retrouver toute une partie, de la cosmogonie de Lovecraft, heu diverses autres inspirations qui, vous apparaîtront aux oreilles de temps en temps. C'est un auteur très important dans l'univers du fantasy et du dark, fantasy comme on dit aujourd'hui. Hem, pour parler un peu de Conan, Conan c'est un barbare. C'est un personnage qui tue beaucoup et sans état d'âme. Pas de considération morale. Il incarne la force sauvage, quelque chose de non civilisé. Mais quelque chose qui est de très important à comprendre à propos de Conan, c'est qu'il n'est pas perverti. En fait, il faut le prendre, d'une certaine façon comme une force immuable de la nature. Conan est le barbare, l'humain, proche du sauvage et de la nature, de la bête, de l'animal, mais il n'est pas civilisé, il n'est pas perverti, il n'a pas de s'il sait ce qu'est la corruption, il n'est pas corruptible, parce que tout simplement ça ne l'intéresse pas. Hem, il a des comportements avec les femmes que vous découvrirez heu, dans ses diverses aventures qui est assez ambigu et particulier, mais dans les nouvelles de Howard, il a ses propres limites, son code de conduite, en quelque sorte, mais qui lui est propre. C'est un personnage qui vit par lui-même et pour lui-même. Donc Conan, est un personnage qui est assez fouillé, qui a été écrit d'une façon non chronologique. C'est-à-dire que la toute première nouvelle publiée de lui débute avec un personnage vieux et assis sur un trône et la nouvelle suivante va faire partir un personnage assez jeune qui part de Cimmérie et les nouvelles vont tomber en fil complètement décousu, mettant Conan dans des situations très différentes. Il va y avoir un, roman de Conan,
au milieu d'une flopée de nouvelles que va écrire, Howard. Heu, alors je vais pas vous dire de bêtises, j'ai oublié le nom de la nouv de du roman, qui va être publié en Angleterre. Donc c'est un personnage qui a un petit succès qui est assez sympathique. Pour, les inspirations, l'une des choses qui est importante de comprendre à propos de ce personnage, c'est, induit directement par Howard. Donc Howard va vivre au Texas, lors, du boom économique, suivi par le pétrole. Donc des régions qui sont assez, peuplées, industrialisées, vont tout d'un coup voir arriver des grosses sommes d'argent, l'industrie et la civilisation. De son point de vue, la civilisation, avec tous ses bienfaits, va aussi apporter quelque chose, l'éloignement de l'homme, de la compréhension de la nature et sa décadence, sa corruption. Donc assez souvent, vous retrouverez en fait un espèce de cycle, dans le monde de Conan, c'est-à-dire que les hommes sont barbares, descendent vers des plaines fertiles ou d'autres royaumes qu'ils vont renverser, ils vont prospérer, faire une civilisation, pour être à nouveau renversés par des barbares qui prendront leur place et à leur tour commenceront à évoluer. Petit à petit, pour arriver au niveau de civilisation, commencer à décader et à nouveau, d'autres tribus barbares, qui ne sont pas forcément humaines, arriveront et le cycle continuera. Sachant qu'il y a dans l'univers de Conan, une possibilité de régression soit culturelle, voire quasiment à des stades quasi animal. Après je n'irai pas beaucoup plus loin, je vous laisserai découvrir, ce que sont les nouvelles de Conan. Je terminerai sur un point, le cinéma. Heu, vous le savez, Conan, est apparu dans plusieurs films. Le premier, Conan le barbare, Conan le destructeur font partie des plus connus avec Arnold Schwarzenegger. Bon, il y a aussi Kalidor, la légende du talisman, mais moi, comme je dis, celui-là, on peut l'oublier. Et récemment, il y a eu Conan le barbare avec, Jason Momoa, qui est sorti au cinéma. Donc Conan le barbare au cinéma, ça a permis de faire connaître le personnage. Par contre, ça a imprimé, dans l'esprit des gens, une image de ces Conan. Le barbare en pagne, avec, ses bottes, son pagne, son petit tour de tête, très, très musclé, les cheveux longs, rasé de près et assez sauvage. Ce que paradoxalement n'est pas du tout le personnage dans les nouvelles. Dans les nouvelles, il est habillé, hein, quand il fait froid, il a des fourrures, quand il va à la guerre, il est en armure, heu il est assez éloigné de l'image, même s'ils ont beaucoup de points communs, il est un peu plus profond, enfin beaucoup plus profond que ce qui est décrit dans les films. Après les films étant ce qu'ils font, et ce qu'ils sont, ils doivent, définir et décrire rapidement un personnage. Avec, tous les biais, qu'ils soient réussis ou pas, que cela impose. Donc c'est une bonne base, mais il faut bien comprendre que le personnage des nouvelles, est assez éloigné de ça et beaucoup plus violent, que ce qu'il n'est dans les films et dans les films, il est déjà sacrément violent. Voilà, bon niveau, culture cinématographique, je vous invite à regarder les 2 premiers Conan. Les autres, vous pouvez tous les ignorer si vous avez autre chose à faire. Voilà. Donc je vais commencer la lecture, de La fille du géant du gel, d'ici 2 petites minutes, à 21h15. Comme ça, si certains veulent couper ou poser des questions, c'est le moment. N'hésitez pas, hein, si quelqu'un veut intervenir sur ce qui a déjà été dit. Déjà, moi personnellement, je trouve ça très sympa le côté, j'avais pas forcément saisi ce côté-là avec le barbare, qui est un peu comme l'auteur, voit l'arrivée de la civilisation avec, certaines choses néfastes qui sont amenées avec. Et le barbare est une sorte d'archétype qui est en opposition à ça. J'avais pas pensé jusque-là, sympa. Ça rajoute en profondeur effectivement. Oui, il y a un petit côté assez nihiliste dans les écrits, dans les nouvelles de Conan. La civilisation, n'apporte jamais du bon dans son monde, enfin n'apporte jamais que du bon et au fur et à mesure de ses aventures, on se rend compte qu'il y a toujours une part de sauvagerie cachée ou une décadence, voire une cruauté que n'ont pas les sauvages parce qu'ils sont plus simples, tout simplement. Il y a Talu qui dit, un truc dont tu as pas trop parlé par rapport à l'auteur, il y a quand même pas mal de ragots sur lui, de légendes urbaines.
Oui, alors le problème qu'on a avec Howard, c'est qu'il a écrit beaucoup de lettres. Hem, c'est une personne qui a une vie extrêmement difficile. J'ai sauté toute une partie, de sa vie, donc il a été souvent à la recherche d'argent. Pour ça, il a écrit beaucoup de choses, du moins bon, parfois et parfois du très bon. Il s'est suicidé à l'âge de la trentaine, peu après le décès de sa mère et heu, pour ce qu'on en connaît, la seule femme qu'il a aimée l'a quitté. On a longtemps pensé qu'en fait il se droguait, ou qu'il, était alcoolique quand il écrivait certaines de ses nouvelles, mais par contre, paradoxalement, en fait, à sa mort, on a récupéré beaucoup de ses écrits et on s'est rendu compte que c'était un auteur très, très, très fouillé. Il était très souvent convenu à l'époque et il a été, décrié dans la presse, comme un auteur très, très simple, assez bas du front, peu éduqué et donc ses écrits l'étaient forcément tout autant. Le truc, c'est que peu à peu, après sa mort, étaient commencés à être publiés, tous ses écrits, toutes ses nouvelles et on a trouvé en fait des milliers de pages, sur des nouvelles de Conan qui n'existaient pas, qui n'ont pas été finies, des idées qui arrivaient à gauche et à droite et c'est un auteur en fait qui pouvait concevoir une histoire, à un moment donné et ne la laisser en jachère pendant des années pour revenir dessus, beaucoup plus tard, pour écrire toute une partie ou complètement son histoire, voire tout simplement la finir et la continuer. Alors tu as lu, c'est pas forcément la presse. C'est une personne qui a une certaine notoriété et comme il venait de milieux qui étaient très différents, et que c'était un personnage, pour le dire clairement aussi avec assez peu d'éducation, même parmi ses confrères de l'époque, il n'était pas forcément très bien vu. Exadaz qui nous dit que ton introduction lui fait penser à Enkidu dans l'épopée Gilgamesh. Hé hé. Ouais, il y a un petit côté dessus. Après, Gilgamesh, qui est quand même très important là-dessus. Donc je vais commencer. Donc la fille du géant du gel. Le fracas des épées était retombé. La clameur de la bataille s'était tue. Le silence recouvrait la neige maculée de sang. Le soleil morne et pâle étincelait d'une façon aveuglante sur les bancs de glace et les plaines recouvertes par la neige, lançant des reflets d'argent sur les corselets arrachés et les lames brisées des trépassés, gisant là où elles étaient tombées. La main inerte serrait toujours la poignée de l'épée brisée. Des têtes casquées, rejetées en arrière et figées dans la mort, dressaient des barbes rousses et des barbes blondes vers le ciel, comme pour crier une dernière vocation à Hymir, le géant du gel, dieu d'une race guerrière. Au milieu de la neige rougie par le sang, et des formes bardées de fer, deux silhouettes regardaient l'une vers l'autre. Elles seules bougeaient au sein de cette désolation extrême. Au-dessus de leur tête, le ciel glacé. Autour d'elles, la plaine blanche à perte de vue et les morts, gisant à leurs pieds. Lentement, elles avançaient parmi les cadavres, semblables à des fantômes s'approchant de leur lieu de rendez-vous au sein de décombres d'un monde éteint. Dans ce silence profond, elles se faisaient face. Les deux hommes étaient de grande taille, bâtis comme des tigres. Ils avaient perdu leurs boucliers, leurs corselets étaient bosselés et déchirés. Du sang séché maculait leurs cuirasses. Leurs épées étaient tachées d'écarlate. Leurs casques à cornes portaient la trace de coups féroces. L'un d'eux était imberbe et ses cheveux étaient noirs. La chevelure et la barbe de l'autre étaient aussi rouges que le sang sur la neige ensoleillée. Guerrier, déclara ce dernier, dis-moi ton nom afin que mes frères de Vanaheim sachent quel fut le dernier homme de la bande de Wulfir à tomber sous l'épée de Heimdall. Ce n'est pas un Vanheim, gronda le guerrier aux cheveux noirs, mais au Valhalla que tu diras à tes frères que tu as croisé le chemin de Conan de Cimmérie. Heimdall poussa un rugissement et bondit. Son épée étincela comme elle décrivait un arc de cercle mortel. La lame s'écrasait en chantant sur le casque de Conan et vola en éclats au milieu d'étincelles bleutées. Conan vacilla. Devant ses yeux flottèrent des brumes rouges. Pourtant, comme il titubait, il porta une botte de toute la force de ses puissantes épaules. La pointe acérée arracha les mailles de cuivre et s'enfonça, brisant les os, transperçant le cœur. Le guerrier aux cheveux roux mourut aux pieds de Conan. Le cimérien se tenait debout, son épée abaissée vers le sol, envahi d'une lassitude soudaine
et d'un profond dégoût. L'éclat du soleil sur la neige blessait les yeux, tel un couteau aiguisé, et le ciel parut se retirer, devenant étrangement lointain et différent. Il se détourna de l'étendue piétinée où des guerriers à la barbe blonde gisaient auprès de tueurs aux cheveux roux, unis dans la mort. Il ne fit que quelques pas, et soudain la lueur ardente des pentes neigeuses fut occultée. Une vague de ténèbres l'engloutit, et il tomba dans la neige, ne se tenant que sur un bras bardé de fer, secouant la tête pour chasser l'obscurité de ses yeux, comme un lion agiterait sa crinière. Puis, un rire cristallin parvint aux oreilles de Conan, transperçant son vertige. Sa vue redevint lentement normale. Il leva les yeux. Le paysage alentour de lui semblait curieusement transformé, une étrangeté qu'il ne parvenait pas à situer ou à définir, une teinte inconnue du ciel et de la terre. Mais il n'y songea pas longtemps. Devant lui, ondoyant comme un arbrisseau sous le vent, se tenait une femme. Pour ses yeux éblouis, le corps de l'inconnu semblait d'ivoire, à l'exception d'un léger voile tissé de fils des plus fins. Elle était aussi nue qu'au premier jour. Ses pieds délicats étaient plus blancs que la neige qu'elle foulait avec dédain. Elle riait en regardant le guerrier déconcerté. Son rire, plus mélodieux que le doux clapotis des fontaines argentées, et cependant empreinte d'une cruelle moquerie. Qui es-tu demanda le Cimérien. D'où viens-tu? Quelle importance répondit-elle. Sa voix était plus musicale qu'une harpe aux cordes d'argent, mais exprimant aussi une certaine cruauté. Appelle tes hommes, dit-il en agrippant son épée. Bien que mes forces me fassent défaut, ils ne me prendront pas vivant. Je vois que tu es une Vanir. Ai-je dit cela? Alors, le regard de Conan se posa à nouveau sur les cheveux décoiffés qu'il avait cru tout d'abord être roux. Il voyait bien à présent qu'ils n'étaient ni roux ni blonds, mais d'un éclatant mélange des deux couleurs. Il la contemplait, fasciné. Sa chevelure semblait faite d'un or de fée. Le soleil se reflétait dans ses tresses avec une telle violence que Conan avait presque du mal à les regarder. Ses yeux, de même, n'étaient ni tout à fait bleus, ni tout à fait gris. Leur couleur était changeante, pleine de lueurs dansantes et de nuances qu'il aurait été incapable de définir. Ses lèvres rouges et pleines souriaient. De ses pieds menus à la couronne aveuglante de sa chevelure tombant en cascade, son corps d'ivoire était aussi parfait que le songe d'un dieu. Le sang de Conan martelait ses tempes. Il m'est impossible de décider, répondit-il. Si tu es de Vanaheim, et donc mon ennemi, ou bien d'Asgard, et donc mon allié. J'ai beaucoup voyagé, mais je n'ai jamais contemplé une femme telle que toi. Tes mèches m'aveuglent par leur éclat. Jamais je n'ai vu une pareille chevelure. Pas même parmi les plus belles filles des Aesir. Parimir. Qui es-tu pour juger Parimir? Se moqua-t-elle. Que sais-tu des dieux de la glace et de la neige, toi qui es venu du sud pour courir l'aventure avec des étrangers? Par les sombres dieux de ma race, s'écria-t-il avec colère. Bien que je ne fasse pas partie des Aesir aux cheveux blonds, aucun d'entre eux n'a combattu comme moi. J'ai vu tomber 80 hommes en ce jour, et je suis le seul survivant de ce champ de bataille, où les pierres de Wulfir ont affronté les loups de Bragi. Dis-moi, femme, as-tu vu la lueur des cuirasses sur la plaine enneigée, ou aperçu des hommes en armes venant dans cette direction? J'ai vu la gelée blanche étinceler au soleil, répondit-elle. J'ai entendu le vent murmurer parmi les neiges éternelles. Il secoua la tête en soupirant. Niord aurait dû nous rejoindre avant que la bataille ne commence. Je crains que lui et ses guerriers ne soient tombés dans une embuscade. Wulfir et ses hommes sont morts. Je pensais qu'il n'y avait pas de village à moins de nombreux yeux d'ici, car la guerre nous a entraînés fort loin. Pourtant, tu ne peux pas venir de loin, habillé comme tu l'es. Conduis-moi vers ta tribu, si tu es d'Asgard, car mes blessures m'ont affaibli et je suis épuisé de ces combats. Mon village se trouve plus loin que tu ne puisses aller, Conan le Cimmérian, dit-elle en riant. Puis, écartant les bras, elle se balança devant lui, sa tête blonde s'inclinant avec sensualité. Ses yeux scintillaient, à demi ombragés par ses longs cils d'argent. Ne suis-je pas belle, guerrier? Aussi belle que l'aube courant nue sur la neige, murmura-t-il. Ses yeux brûlaient comme ceux d'un loup. Alors, qu'attends-tu pour te relever et me rattraper?
Quel est ce vaillant guerrier qui reste prostré à terre devant moi? Chanta-t-elle avec une raillerie, à rendre fou tout être humain. Allonge-toi donc, et meurs dans la neige comme ces autres fous, Conan à la noire chevelure. Tu n'auras qu'à me suivre là où je voudrais t'emmener. Enfin, si tu y parviens. Avec un juron, le cimérien se redressa et se mit debout. Ses yeux bleus flamboyaient, son visage sombre et couvert de balafres, déformé par la colère. La rage ébranlait son âme, mais le désir que lui inspirait cette silhouette au rire moqueur embrassait son sang et martelait frénétiquement ses tempes. Une passion aussi violente qu'une douleur physique inonda tout son être. La terre et le ciel s'empourprèrent, étant guère sous ses yeux. La folie qui l'envahit chassa de son corps la fatigue et le dégoût. Sans prononcer un seul mot, il s'avança vers elle, tendant les doigts pour saisir son corps si doux. Avec un gloussement, elle fit un bond en arrière et se mit à courir. Elle tourna la tête et rit par-dessus son épaule blanche. Lui, poussant un grognement sourd, Conan la suivit. Oubliez la bataille, oubliez les guerriers bardés de fer baignant dans leur sang. Oubliez Niord et ses pillards qui n'étaient pas arrivés à temps. Il ne pensait qu'à la silhouette blanche et svelte qui semblait plus flotter que courir devant lui. La poursuite le mena à travers les plaines enneigées et aveuglantes. Le champ de bataille, rougi et piétiné, disparut derrière lui. Mais Conan continua, avec la ténacité silencieuse de sa race. Ses bottes cuirassées de fer écrasaient la croûte gelée du sol. Il s'enfonçait profondément dans des coulées de neige, mais il avançait tout de même, porté par sa seule énergie brute. La jeune fille, elle, dansait sur la neige, aussi légère qu'une plume flottant sur un bassin. Ses pieds nus laissaient à peine une empreinte sur la surface gelée. Le froid transperçait la cuirasse et la tunique doublée de fourrure du cimérien, le mordant cruellement, et ce, en dépit du feu qui irradiait dans ses veines. La jeune fille, dans son voile arachnéen, courait aussi légèrement et joyeusement que si elle dansait parmi les palmiers et les roseraies de pointin. Elle courait, encore et toujours, et Conan la suivit. De noires imprécations sortaient des lèvres desséchées du cimérien. Les grosses veines de ses tempes étaient gonflées et battaient. Il grinçait des dedans avec fureur. Tu ne m'échapperas pas, rugit-il. Conduis-moi vers un traquenard, et je déposerai à tes pieds la tête tranchée des hommes de ta tribu. Cache-toi, et je fendrai en deux les montagnes pour te retrouver. Je te suivrai jusqu'en enfer. Les lèvres du barbare se couvrirent d'écume, comme le rire ensorceleur de la jeune fille flottait jusqu'à lui. Elle l'emmenait, de plus en plus loin, vers des régions désolées. Le paysage se transforma. Les vastes plaines furent remplacées par des collines basses, qui se succédaient et s'élevaient en un alignement irrégulier. Loin vers le nord, il entrevit des montagnes titanesques, bleues dans la distance ou rendues blanches par des neiges éternelles. Au-dessus d'elles apparurent les faisceaux éclatants de l'aurore boréale, lames gelées de lumière froide et ardente, aux couleurs changeantes. Elles envahirent le ciel, dessinant un éventail toujours plus large et lumineux. Au-dessus de lui, les deux flamboyaient et crépitaient, emplis de lueurs et d'éclairs insolites. La neige brillait étrangement, tantôt d'un bleu gelé, tantôt écarlate glacée, et parfois d'un argent froid. Conan courait à travers ce royaume enchanté aux chatoiements glacés. Il s'enfonçait avec obstination dans un labyrinthe de cristal où la seule réalité était le corps blanc qui dansait sur la neige étincelante, hors d'atteinte, toujours hors d'atteinte. Il ne se préoccupa pas un instant de la bizarrerie de tous ces phénomènes, même lorsque deux silhouettes gigantesques se dressèrent devant lui pour lui barrer la route. La gelée blanche faisait briller leurs cottes de mailles, leurs casques et leurs haches étaient recouvertes de givre, les boudes de leurs cheveux étaient saupoudrés de neige, et dans leurs barbes étaient prises des aiguilles de glace. Leurs yeux étaient aussi froids que les lumières qui tourbillonnaient au-dessus de leur tête. Frère, s'écria la jeune fille, dansant entre eux, regardez qui vient après moi. Je vous ai amené un homme pour que vous le tuiez. Prenez son cœur, nous le déposerons encore fumant sur la table de notre père. Les géants répondirent par des grognements sourds, tels des icebergs heurtant la banquise gelée. Ils levèrent leurs haches, luisantes sous la clarté stellaire, tandis que le cimérien, devenu fou furieux, se jetait sur eux.
Une lame couverte de givre brilla devant ses yeux, l'aveuglant de son éclat. Il riposta par un coup qui trancha la jambe de son adversaire à hauteur de la cuisse. La victime tomba avec un grognement. Au même instant, Conan fut précipité dans la neige, son épaule gauche paralysée par le coup de la hache que venait de lui porter son second ennemi. La cuirasse du Cimérien avait dévié le coup, lui sauvant la vie. Conan vit le géant se dresser au-dessus de lui, tel un colosse sculpté dans la glace, se profilant sur le ciel glacé et brillant. Puis sa hache s'abattit, traversant la neige et s'enfonçant profondément dans le sol gelé, alors que Conan se jetait de côté et se relevait d'un seul bond. Le géant poussa un rugissement et dégagea sa hache d'un mouvement brutal. Au même instant, l'épée de Conan s'abattit en chantant. Les genoux du géant fléchirent et il s'affaissa lentement dans la neige. Elle prit une teinte de sang, celle qui jaillissait abondamment du cou à demi tranché. Conan fit volte-face et aperçut la jeune fille qui se tenait loin de là, le regardant fixement avec des yeux dilatés par l'horreur, toute expression moqueuse ayant disparu de son visage. Alors il poussa un cri féroce, et des gouttes de sang volèrent de son épée, comme sa main tremblait sous la violence de sa passion. Appelle tes autres frères, s'écria-t-il. Je donnerai leur cœur au loup. Tu ne peux pas m'échapper. Avec un cri d'épouvante, elle fit demi-tour et s'enfuit rapidement. À présent, elle ne riait plus, et ne se moquait plus de lui par-dessus son épaule blanche. Elle courait comme si sa vie était en jeu. Le Cimérien mit à contribution le moindre de ses nerfs et de ses muscles. Bientôt, ses temples semblaient sur le point d'éclater. La neige tangua, rouge devant lui. Pourtant, elle se maintenait hors de portée. Elle s'éloignait même de lui, disparaissant parmi les feux magiques qui flamboyaient dans le ciel. Elle ne forma qu'une silhouette à peine plus grande qu'un enfant, puis une flamme blanche, dansant sur la neige. Enfin, une vague tache dans le lointain. Conan serra les dents, au point que le sang coula de ses gencives, et continua à courir avec peine. Puis, il vit la tache grandir, se transformer en une flamme blanche dansant sur la neige. La flamme devint une silhouette aussi grande qu'une enfant, et désormais elle courait à moins d'une centaine de pas devant lui. Lentement, foulée après foulée, l'écart entre eux s'amenuisait. Elle courait avec effort à présent. Ses cheveux blonds flottaient sur ses épaules. Il entendait son souffle rapide et haletant. Il aperçut la lueur terrifiée au fond de ses yeux, comme elle regardait rapidement en arrière. La farouche endurance du barbare était enfin récompensée. Les jambes de la jeune fille, d'une blancheur éclatante, perdirent de leur agilité. Sa course devint incertaine. Dans l'âme indomptée de Conan s'embrasèrent des feux de l'enfer, ceux qu'elle avait si bien su allumer. Avec un rugissement inhumain, il la rejoignit au moment où elle se retournait avec un cri d'horreur et tendit ses bras pour le repousser. Son épée tomba dans la neige comme il la tirait contre lui. Son corps svelte s'arqua en arrière, comme elle se débattait avec une fureur désespérée, prisonnière des bras d'acier du Cimérien. Ses cheveux d'or volaient autour du visage de Conan, l'aveuglant de leur éclat. Le contact de son corps svelte se tordant entre les bras bardés de fer fit naître en lui une folie encore plus aveugle. Ses doigts puissants s'enfoncèrent profondément dans la peau délicate de la jeune femme, une peau aussi froide que la glace. Il eut l'impression d'éteindre non une femme de chair et de sang, mais un être de glace ardente. Elle rejeta sa tête de côté pour éviter les baisers impétueux qui meurtrisaient ses lèvres rouges. Tu es aussi froide que la neige, murmura-t-il. Mais je vais te réchauffer avec le feu qui court dans mes veines. Avec un cri, dans un ultime mouvement de révolte, elle se dégagea de l'étreinte de Conan, laissant entre ses doigts son unique vêtement au fil de lin. Elle s'écarta d'un bond et lui fit face, ses cheveux blonds en désordre. Ses seins d'albâtre se soulevaient rapidement, et ses yeux magnifiques s'écarquillaient de terreur. Un instant, Conan resta figé sur place, saisi d'une crainte respectueuse devant sa redoutable beauté, comme elle se tenait ainsi, nue sur la neige. À cet instant, elle lança les bras vers le ciel et s'écria d'une voix qui ne résonnerait à jamais dans les oreilles de Conan. Ymir, ô mon père, sauve-moi! Conan s'élança en avant, tendant les bras pour la saisir, lorsque dans un formidable craquement, évoquant un glacier se disloquant, le ciel tout entier se transforma en un brasier de glace. Le corps d'ivoire de la jeune fille
fut soudain baignée de flammes bleues et froides, si aveuglantes que le cimérien porta vivement ses mains à ses yeux pour les protéger de la lueur intolérable. Durant un fugitif instant, le ciel et les montagnes enneigées furent enveloppés de flammes blanches et crépitantes, traversées de dards bleutés, de lumière glacée et de feux écarlates gelés. Conan tituba alors et poussa un cri. La jeune fille avait disparu. La neige étincelante était nue et désolée. Tout autour de sa tête, des feux magiques virevoltaient dans le ciel froid et devenu fou. Dans les lointaines montagnes bleutées retentit un craquement de tonnerre, comme on aurait pu en produire un gigantesque char de guerre, tiré par de fantastiques coursiers, dont les sabots frénétiques auraient fait jaillir des éclairs de la neige, se répercutant dans les cieux. L'aurore boréale, les cimes recouvertes par la neige, et le ciel flamboyant se mirent à tournoyer follement sous les yeux de Conan. Des milliers de boules de feu explosèrent, produisant une averse d'étincelles. Le ciel lui-même devient une roue titanesque qui déversait une pluie d'étoiles en tournoyant. Sous les pieds de Conan, les pentes enneigées se soulevèrent, telle une gigantesque lame de fond, et s'il s'effondra sur la neige, inerte. Au sein d'un univers froid et sombre, dont le soleil s'était éteint depuis des éons, Conan perçut le mouvement d'une vie, autre et insoupçonnée. Il était le jouet d'un tremblement de terre, et celui-ci le secouait d'avant en arrière, tout en faisant vibrer ses mains et ses pieds, jusqu'à ce qu'il pousse un hurlement de douleur et de rage et veuille saisir son épée. Il revient à lui, Orsa, dit une voix. Vite, frictionnons ses membres couverts de glace, sinon jamais plus il ne tiendra une épée. Il refuse d'ouvrir sa main gauche, grommela une autre voix. Il serre quelque chose entre ses doigts. Conan ouvrit les yeux et regarda fixement les visages barbus penchés sur lui. Il était entouré de guerriers de grande taille, aux cheveux blonds, aux cuirasses et aux fourrures. Conan, tu es vivant! Par Chrome, Njord! S'exclama Conan. Suis-je encore en vie, ou bien sommes-nous tous morts et réunis au Valhalla? En vie, grogna l'Aesir, occupé à masser les pieds à moitié gelés de Conan. Nous sommes tombés dans une embuscade, et nous avons dû nous battre pour nous frayer un chemin. Sinon nous t'aurions rejoint avant que la bataille commence. Les cadavres étaient tout juste froids lorsque nous sommes arrivés sur les lieux. Nous ne t'avons pas trouvé parmi les morts. Aussi, nous avons suivi tes traces. Au nom d'Ymir, Conan, pourquoi t'être aventuré aussi loin parmi les étendues glacées du nord? Nous avons suivi ta piste dans la neige durant tes heures. Si un blizzard s'était levé et avait effacé tes traces de pas, nous ne t'aurions jamais retrouvé. Par Ymir, Conan, pourquoi es-tu parti? Ne jure pas aussi souvent par Ymir, grommela l'un des guerriers, en lançant un regard inquiet vers les montagnes lointaines. Cette région est sienne. Les légendes disent que le dieu habite parmi les cimes, là-bas. J'ai vu une femme, répondit Conan hébété. Nous avons combattu les hommes de Bragi dans la plaine. J'ignore combien de temps a duré la bataille, mais moi seul ai survécu. J'étais épuisé, affaibli par mes blessures. Le paysage s'étendait devant moi, semblable à un rêve. Ce n'est que maintenant que les choses me paraissent normales et familières. La femme est venue, et elle s'est moquée de moi. Elle était aussi belle qu'une femme glacée surgie de l'enfer. Une étrange folie s'est emparée de moi lorsque je l'ai regardée, et j'ai oublié tout le reste. Et il n'y avait plus qu'elle. Plus qu'elle. Je l'ai suivie. N'avez-vous pas vu mes traces? Ces traces? Ou les géants en cuirasse recouvertes de glace que j'ai tués? Njord secoua la tête. Nous avons seulement trouvé l'empreinte de tes pas dans la neige, Conan. Ah. Alors j'ai certainement perdu la raison, fit le cimérien pris de vertige. Cependant, vous n'êtes guère plus réels à mes yeux que ne l'était cette fille aux cheveux blonds, tandis qu'elle fuyait devant moi, courant nue à travers les étendues neigeuses. Pourtant, alors que je la tenais entre mes mains, elle a disparu, se changeant en une flamme glacée. Il délire, chuchota l'un des guerriers. Pas du tout, s'écria un autre, beaucoup plus âgé, dont les yeux brillaient d'une étrange lueur sauvage. C'était Athalie, la fille d'Ymir, le géant du gel. Elle apparaît sur les champs de bataille et se montre aux moribonds. Moi-même, je l'ai vue alors que j'étais un jeune garçon. Je gisais à moitié mort, sur le champ de bataille de Walraven. Je la regardais s'avancer dans la neige, parmi les morts. Son corps nu brillait comme de l'ivoire, et ses cheveux dorés lançaient des reflets insoutenables sous la clarté lunaire.
Je gisais à terre et j'ai hurlé comme un chien. J'ai hurlé comme un chien à l'agonie, parce que je ne pouvais pas me traîner pour la suivre. Je vais vous dire, elle séduit les guerriers blessés et les entraîne vers les déserts glacés, les conduisant à ses frères, les géants du gel, qui déposeront leur cœur rouge encore fumant sur la table d'Ymir. Je le dis, le Cimérien a vu Athalie, la fille du géant du gel. Bah, grogna Orsa. Le vieux Gorn a été affecté dans sa jeunesse par un coup d'épée sur la tête. Conan a déliré, voilà tout, pris dans la fureur de la bataille. Regardez comme son casque est bosselé. N'importe lequel de ces chocs aurait pu ébranler son esprit. C'est une hallucination qui l'a poursuivi dans les montagnes désolées. Il vient du sud. Que sait-il d'Athalie? Tu dis peut-être vrai, murmura Conan. Tout ceci était tellement étrange, irréel. Par Chrome! Il se tut, en apercevant ce qui dépassait toujours de son poing gauche refermé. Les autres contemplèrent en silence, bouche bée, le voile qu'il levait vers eux. Un voile diaphane de lin, dont jamais les fils n'avaient été tissés par une main humaine. Terminé, messieurs. Merci Halifax. Une très belle lecture. Et je me suis entraîné. Et c'était pas parfait. Donc, voici l'une des très courtes nouvelles de Conan. Il y en a beaucoup. Il y en a presque une trentaine écrits d'Howard et d'autres écrits par d'autres auteurs, soit de Conan, soit d'autres personnages évoluant dans cet univers.